Anthony Fardet, bonjour. Vous êtes ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech, docteur en nutrition humaine de l'Université d'Aix-Marseille et vous exercez dans la recherche depuis 22 ans à l'interface alimentation-santé en tant que chargé de recherche en alimentation préventive, durable et holistique. Alors, vous êtes présent aujourd'hui dans le cadre de la conférence, conférence qui sera suivie d'un débat avec plusieurs professionnels de santé qui font partie du comité d'experts Miam Nutrition. Et la thématique de cette conférence est en lien avec les produits ultra transformés. Alimentation, quel impact ont-ils en tout cas sur l'alimentation, mais surtout le surpoids et la santé. Alors, plusieurs questions effectivement. La première, eh bien, c'est tout d'abord savoir qu'est-ce qu'un aliment transformé ou ultra transformé. Pouvez-vous nous en donner la définition, Dr Fardet? Oui, alors en fait, il faut quand même faire la distinction entre aliments transformés et ultra transformés parce qu'on mange transformé depuis la nuit des temps, depuis notamment la domestication du feu. Et même le seul fait de cueillir un fruit et de le stocker, c'est déjà un début de transformation. Donc on mange essentiellement transformé. Donc la question n'est pas la transformation, mais la vraie question de fond et de recherche actuelle, qui notamment guide mes travaux, c'est quel degré de transformation est-il acceptable pour la santé? C'est ça la vraie question. Et on se rend compte au vu des résultats sur aliments ultra transformés et santé que le degré de transformation qui n'est plus acceptable pour la santé, c'est la dégradation excessive et l'artificialisation des matrices alimentaires, mais j'y reviendrai. Le concept d'ultra transformé est apparu pour la première fois en 2009 et il correspond au 4e groupe technologique de la classification NOVA, qui distingue les aliments peu pas transformés, les ingrédients culinaires qu'on utilise à la maison, et les aliments transformés qui combinent les aliments peu pas transformés, les ingrédients culinaires comme le sucre, le beurre, la crème, les huiles, etc. Et donc, l'aliment ultra transformé, c'est le 4e groupe. Sa définition, pour résumer les travaux des Brésiliens, ce sont des aliments qui contiennent au moins un marqueur d'ultra transformation, ce qu'on appelle un MUT. Ces marqueurs d'ultra transformation sont des ingrédients et ou certains additifs de type cosmétique, car ils vont modifier l'apparence de la matrice alimentaire, qui sont d'usage principalement industriel et qui eux-mêmes ont subi un procédé de transformation excessif pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer les propriétés sensorielles ou organoleptiques de l'aliment, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture. Ça peut aussi être un procédé technologique directement appliqué à l'aliment et très drastique, comme la cuisson-extrusion, ou le soufflage, comme dans les galettes de riz soufflées, parce que ces procédés, finalement, déstructurent la matrice alimentaire et dégradent leur potentiel santé. Donc on est bien dans l'idée d'agents cosmétiques, que ce soit des ingrédients ou des additifs, qui vont souvent exacerber les propriétés sensorielles, parce qu'on achète un aliment, qu'on le veuille ou non, d'abord avec nos sens. D'abord avec la vue, la couleur, les arômes avec le nez, et ensuite en bouche, goût et texture. Donc, ça peut être très rentable, notamment d'exacerber ces propriétés, parce qu'on va racheter le produit, en consommer plus que de raison. Et si les enfants sont ciblés très tôt, on peut en faire des clients à vie. Alors, il y a un risque évidemment qui est très important, c'est qu'on peut éloigner les plus jeunes des vrais aliments avec des goûts plus subtils et plus exigeants. Et les conséquences de ceci sont assez dramatiques. Je voulais terminer parce que c'est important pour le consommateur. On peut donner quelques indications pour aider à repérer les aliments ultra transformés en supermarché ou en grande distribution notamment. On a souvent alors c'est pas vrai à 100%, c'est une tendance, on a souvent des emballages très colorés. On a calculé de manière très robuste qu'au-delà de 5 ingrédients sur la liste de l'emballage, c'est-à-dire 6 ingrédients et plus, on a plus de 75% de chances d'avoir un aliment ultra transformé, donc c'est un bon indicateur. On a souvent des promotions, des portions très individualisées, des mentions santé indirectes qui peuvent être trompeuses, et des personnages de l'univers des enfants pour attirer les enfants. Et donc pour conclure sur cette partie, je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on a créé des matrices alimentaires souvent nouvelles, qu'on a artificialisées et qu'on a dégradées plus que de raison. Et c'est ça le cœur de l'ultra-transformation. Deuxième question, effectivement, qui me vient au vu de ce que vous venez de nous dire, de nous expliquer, c'est le lien. Quel lien y a-t-il finalement entre les aliments ultra-transformés
et le surpoids? Alors, le lien entre aliments ultra-transformés, surpoids et obésité. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'études d'études épidémiologiques qui ont relié une consommation excessive d'aliments ultra-transformés, surpoids et obésité. Donc, en ce qui concerne le risque de surpoids et d'obésité confondus, ça peut varier entre 25 et 40% en plus, donc c'est quand même considérable. Et le risque d'obésité tout seul, on a une synthèse qui montre qu'on est à plus 26%, donc le risque d'obésité est plus élevé avec une consommation excessive d'aliments ultra-transformés que le risque de surpoids. Donc voilà, donc on a quand même beaucoup d'études qui sont suffisantes voilà, pour appliquer un principe de précaution et limiter ces aliments, probablement pas au-delà de 2 portions par jour. Si vous voulez, la matrice de l'aliment, ça renvoie à une vision globale que je qualifie d'holistique de l'aliment, au-delà de la composition, qui est une vision réductionniste. Alors, le mot matrice est dérivé du latin matricis, qui lui-même est dérivé de mater, qui veut dire la mère. Donc, c'est un aliment qui fournit un appui, une structure. Et donc, pour l'aliment, c'est tout simplement le résultat des interactions, des liens entre les composés de l'aliment. Donc, ça, c'est très important. Et donc, la matrice, on peut la définir qualitativement par des paramètres comme la couleur, est-ce que c'est solide, liquide, semi-solide, est-ce que c'est plus ou moins poreux. Par exemple, si on prend une pomme golden, sa matrice va être jaune orangé, elle va être solide, elle va être poreuse. Et si on prend par exemple les produits laitiers, un fromage a une matrice solide, un yaourt plutôt, on dit en science semi-solide ou visqueux, et le lait une matrice liquide. Donc une matrice peut aussi être liquide, et c'est très important parce que les matrices solides sont plus rassasiantes que les matrices liquides, tout simplement parce qu'elles demandent plus de mastication. Donc la matrice est importante parce que justement, elle confère mastication, et on sait que le degré de mastication est aussi lié à la stimulation de la satiété. Elle va conférer aussi une synergie d'action des composés qui vont tous agir au sein de la matrice en synergie dans l'organisme. Elle va jouer un rôle essentiel sur la vitesse de libération des composés dans l'organisme, qu'on va appeler la biodisponibilité ou la fraction du nutriment qui va être effectivement utilisée pour exercer une fonction métabolique. Donc on a, par exemple, à composition identique, on peut avoir des sucres lents, des sucres rapides, on peut avoir des protéines lentes et rapides, des lipides lents et rapides, et il existe même un effet matrice des fibres, si bien que des fibres, dans leur complexité dans l'aliment, ont un meilleur effet sur le microbiote que des fibres isolées rajoutées à l'aliment. Donc, j'ai défini dans mes travaux la matrice comme la fraction holistique et qualitative de l'aliment, et la composition de l'aliment, je l'ai définie comme la fraction réductionniste et quantitative. Pourquoi ces deux aspects sont importants? Parce que c'est d'abord la matrice qui va contrôler le potentiel santé avant les nutriments. Parce qu'en fait, il y a, si vous voulez, l'explosion des prévalences de maladies chroniques ont plus à voir avec les liens qui unissent les nutriments dans la matrice qu'avec les nutriments eux-mêmes. C'est-à-dire que les parties de l'aliment ou les nutriments ne sont rien sans les liens qui les unissent. Et c'est la nature de ces liens qui est fondamentale et sur laquelle on n'a pas suffisamment mis l'aspect. Et pourquoi donc le degré de transformation est important? Parce que justement, le degré de transformation, c'est vrai, il agit sur la composition. Ça, c'est bien connu, il y a eu beaucoup d'études, mais il agit avant tout sur la matrice. Et donc, en artificialisant ces matrices, en les modifiant avec des agents cosmétiques, on va créer des matrices qui vont pousser à consommer plus que de raison et qui vont perturber la satiété. Donc, pour résumer, et ça c'est très important, ça c'est mon hypothèse de travail, mais qui est de plus en plus confirmée, les maladies chroniques ont beaucoup plus à voir avec la dégradation des matrices qu'avec la composition des aliments. Autre question, parce que je sais que voilà, ça fait partie aussi de vos travaux de recherche, c'est l'effet matrice des aliments. Puisqu'on parle des aliments aussi ultra transformés, c'est la thématique de cette conférence débat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi finalement l'effet matrice des aliments? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Qu'est-ce qu'on doit en comprendre simplement? Parce que quelles sont les conséquences de l'effet matrice? C'est que deux aliments de même composition, mais avec des matrices différentes, ne vont pas avoir les mêmes effets physiologiques, métaboliques et santé à long terme. Par exemple, une amande entière ou très finement broyée en poudre, c'est la même composition, mais vous n'avez pas les mêmes effets métaboliques au niveau de l'absorption des lipides, de leur vitesse de libération, au niveau de la mastication. L'amande entière, vous la mastiquez plus longtemps, donc il y a une satiété qui est mieux stimulée.
Et on peut répéter l'exercice pour tous les aliments. Et les conséquences sont très importantes. Ça veut dire que les calories et les nutriments ne sont pas interchangeables d'un aliment à l'autre en fonction de leur environnement matriciel. Je m'explique. Il ne revient pas au même de consommer 250 kilocalories d'un aliment peu transformé que ultra transformé. Donc, si vous consommez 250 kilocalories d'un tas de lentilles bouillies, ça n'a rien à voir avec 250 kilocalories d'un soda. Parce que si vous voulez, ce qui compte, c'est l'environnement matriciel de la calorie qui lui confère sa qualité. Donc, vous voyez bien que les calories ingérées ne sont pas égales aux calories dépensées. C'est une équation réductionniste qui n'a pas de sens scientifique. Donc, par exemple, si vous prenez 5 grammes de fructose dans un soda, issu d'un sirop de glucose fructose, ou 5 grammes de fructose dans un fruit, eh bien, dans le fruit, vous apportez mastication, puisque l'aliment est entier, donc satiété. Avec le fructose, vous apportez des fibres et des micronutriments protecteurs qui vont agir en synergie pour protéger votre organisme. Et en outre, comme le fructose est piégé dans la matrice, il ne va pas être libéré à la même vitesse que le glucose libre dans le soda. Et dans le soda, vous avez les calories vides, c'est-à-dire non seulement il n'y a plus de mastication, mais vous n'avez aucun micronutriment protecteur. Donc vous voyez, cette vision holistique de l'aliment, matricielle, est vraiment fondamentale. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle a été un peu sous-estimée et pas suffisamment prise en compte. Voilà. Et donc, si on devait résumer qu'est-ce qui fait que les aliments ultra transformés peuvent contribuer au surpoids et à l'obésité. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a identifié 4 causes importantes et qui sont justement liées à la dégradation de l'effet matrice. Donc, d'abord, je l'ai évoqué, on a souvent des calories vides, c'est-à-dire des aliments qui sont souvent pauvres en composés protecteurs des maladies chroniques, d'où le fait que souvent ces aliments, on les enrichit ensuite en minéraux, vitamines et fibres. Mais ce n'est pas la même chose d'ajouter des micronutriments que lorsqu'ils sont naturellement présents en synergie dans la matrice de départ. Deuxième raison, on a ce qu'on appelle des produits qui sont plutôt hyperglycémiants, c'est-à-dire source de sucre rapide, parce que les matrices étant déstructurées, les sucres sont plus faciles d'accès. On l'a dit aussi, ils sont souvent moins rassasiants, parce que les matrices étant plus friables, molles, visqueuses, liquides, demandent moins de mastication. Et enfin, ces matrices contiennent ce qu'on appelle des xénobiotiques ou des composés étrangers au corps humain, dont on a très peu de recul sur la santé à long terme. Alors, moi, je ne travaille pas là-dessus, mais c'est une hypothèse qui est évoquée par d'autres chercheurs. Donc, on va trouver des sucres très transformés, comme par exemple des sucres invertis, des sirops de glucose, des protéines hydrolysées, des graisses hydrogénées, des composés néoformés, des composés migrants des emballages, des additifs de synthèse. Voilà, donc ça, on a très peu de recul sur ce cocktail de xénobiotiques sur la santé à long terme. Donc, on voit bien ici que c'est avant tout la matrice qui est en cause, avant la composition de ces aliments, parce que si vous voulez, on a tendance à mettre l'accent sur l'excès de sucre, sel et gras, mais c'est un effet. Il faut s'intéresser à la cause. Pourquoi est-ce qu'on consomme plus de sucre, de sel et de gras ? Eh bien, c'est justement à cause de la dégradation des matrices. Donc, par exemple, en termes de santé publique, on met trop l'accent sur les nutriments, l'excès, plutôt que sur la cause. Il faudrait agir sur la cause et donc le degré de transformation, parce que si vous revenez à des vrais aliments avec des matrices alimentaires préservées ou peu transformées, eh bien, vous ne consommerez pas en excès du sel, du sucre et du gras. Donc, au lieu d'agir sur les effets, il est important d'agir sur la cause. Et cet aspect-là, qui est très important, a été suggéré par la seule étude d'intervention à ce jour qui a travaillé sur les ultra-transformés, où ils ont montré sur 20 sujets, sur 2 semaines, qui consommaient soit un régime ultra-transformé ou peu transformé, à composition identique, donc pour s'affranchir de l'effet composition, eh bien, ceux qui consomment ultra-transformés consomment en 2 semaines 20% de calories en plus, sous forme de gras et de sucre. Et l'hypothèse des auteurs, puisqu'ils ont mesuré cela, c'est qu'ils se sont rendus compte que ceux qui consomment ultra-transformés consomment en 1 minute plus de 17 kilocalories, alors que ceux qui consomment peu transformés ne consomment que 7 kilocalories. Donc c'est multiplié presque par 2,5. Donc l'hypothèse qu'avancent ces chercheurs, c'est qu'en effet les matrices étant moins masticables retardent les signaux de satiété et fait qu'on consomme plus rapidement ces aliments puisqu'ils demandent moins de mastication. Et donc, vous voyez, on est toujours sur l'idée de la matrice et non pas de la composition. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment le cœur de l'ultra-transformation.
Enfin, on parle voilà, de l'intérêt de prendre en compte l'index glycémique des aliments pour réguler notre poids. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue là-dessus? Et pourquoi finalement avons-nous intérêt? Alors, c'est pas le seul, effectivement, le seul axe, mais pourquoi avons-nous intérêt à prendre en compte l'indice glycémique des aliments? Bon, il n'y a pas que l'index glycémique pour prévenir du surpoids et de l'obésité, mais c'est vrai que c'est un facteur important. Et c'est vrai que les aliments peu, pas ou normalement transformés, c'est-à-dire dont on reconnaît la matrice d'origine, qui n'ont pas été excessivement dégradés, ont souvent des index glycémiques plus bas, tout simplement parce que la matrice étant préservée, les sucres sont libérés plus lentement. On sait aussi qu'il y a un lien, une association entre l'index glycémique et le sentiment de satiété, c'est-à-dire que les aliments à index glycémique bas ont un potentiel satiétogène plus important. Ça, c'est bien montré. Par contre, j'aimerais faire une distinction, c'est-à-dire que l'index glycémique, on peut mettre d'un côté les féculents, qui sont des sucres, on va dire des glucides complexes, et d'un autre côté, les aliments qui contiennent des sucres simples, mono ou disaccharides, comme les fruits. Donc l'index glycémique pour les féculents, qui donc c'est essentiellement de l'amidon, est très bien lié au degré de transformation. C'est-à-dire que plus le degré de transformation est excessif, c'est-à-dire l'amidon est très gélatinisé, où la matrice est déstructurée, c'est logique que l'index glycémique augmente. Donc, par exemple, une pâte cuite, très cuite, est un index glycémique plus élevé qu'une pâte al dente. Une pomme de terre réduite en purée a un index glycémique plus élevé qu'une pomme de terre cuite à la vapeur, parce qu'on augmente le degré de déstructuration des matrices. Par contre, en ce qui concerne les aliments qui sont plutôt sources de sucre simple, comme les fruits, c'est moins le reflet de la transformation, un petit peu quand même, parce que si vous voulez, il y a du fructose, et le fructose a naturellement un index glycémique très bas. Donc, il modifie notre interprétation. Parce que si vous prenez un jus de fruits qui a beaucoup de fructose, il peut quand même avoir un index glycémique qui n'est pas très élevé, parce que le fructose a un index glycémique autour de 19-20. Donc, par contre, ce qu'on sait, même si ça n'a pas été mesuré pour tous les fruits, mais il y a quand même des études qui montrent que l'index glycémique du fruit entier par rapport à son jus correspondant est quand même plus bas, parce qu'effectivement, dans le jus, les sucres libres, les sucres ont été libérés de leur matrice et donc sont plus accessibles pour l'organisme. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête. Si vous voulez manger une orange le matin, si vous la mangez sous forme d'orange entière ou de jus, vous allez vite voir la différence. Si vous la mangez entière, vous allez déjà prendre le temps de la peler, vous allez manger les morceaux, donc vous avez déjà plus de fibres. Et si vous voulez faire un jus, la manger sous forme de jus, alors souvent vous allez prendre 2 ou 3 oranges, vous allez diminuer le taux de fibres, donc puisque vous prenez 2 ou 3 oranges, vous ne mastiquez plus, donc vous apportez des sucres plus rapides, en plus grande quantité et moins rassasiants, avec moins de fibres et un petit peu moins de composés protecteurs. Donc vous voyez, quand on change la matrice, on a des effets qui sont très importants après. Donc on en revient toujours à cette matrice, qui est le cœur, je veux dire, du potentiel santé de l'aliment avant la composition de ces derniers. En fait, c'est une question de hiérarchie. C'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'il faut d'abord appréhender et sélectionner les aliments selon une approche holistique et globale. Donc, si vous voulez, le degré de transformation, il vient avant la composition, en termes de hiérarchie. C'est comme si vous preniez une focale beaucoup plus large, un grand angle. Donc, les indicateurs les plus intéressants sont d'abord des indicateurs holistiques du degré de transformation. Donc, vous avez l'indicateur NOVA, vous avez l'indicateur SIGA qui est dérivé de NOVA. Donc, je travaille avec SIGA depuis 4 ans, donc je déclare mon lien d'intérêt, puisque je suis dans les conseils scientifiques de SIGA. Donc, pourquoi le premier filtre doit être... En fait, le premier filtre le plus vertueux pour la planète et la santé, c'est de séparer les ultra-transformés des non-ultra-transformés. Déjà, cette séparation binaire est fondamentale. Non seulement pour la santé, puisqu'aujourd'hui, on a plus d'une 50aine d'études épidémiologiques qui nous mettent en garde et qui permettent d'appliquer le principe de précaution, mais aussi parce que les aliments ultra-transformés sont la face émergée de l'iceberg. Je m'explique. Ils sont le symbole de la pensée réductionniste qui réduit les aliments à une somme de nutriments, et ils sont associés à des systèmes alimentaires non durables.
Donc, si vous voulez, pour le consommateur, avoir une application qui distingue les ultras des non-ultras, c'est déjà énorme pour la planète et pour la santé. Et ce n'est qu'ensuite, une fois qu'on a fait cette séparation, donc imaginez un arbre de décision, une arborescence, ce n'est qu'une fois qu'on a fait cette séparation très binaire et très holistique, qu'on peut commencer à appliquer des indicateurs plus réductionnistes. Donc, par exemple, au sein des ultra-transformés, on peut commencer à s'intéresser à l'index glycémique, à la composition, avec comme le Nutri-Score, à l'équilibre acido-basique, mais on le fait pour les deux groupes. Mais on ne peut pas faire dans le sens inverse, parce que si vous faites dans le sens inverse, et que vous commencez par regarder l'aliment par sa composition, c'est-à-dire par le petit bout de la lorgnette, eh bien vous allez sélectionner des aliments qui ont en apparence un équilibre nutritionnel satisfaisant, qui sont bien classés, mais qui sont ultra transformés. C'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 50% des Nutri-Score AB qui sont ultra transformés, parce qu'on va dans l'autre sens. Donc, il ne faut pas mettre au même niveau les scores, il faut faire une hiérarchie du plus global au plus spécifique. Et si vous voulez, si je vous dis moins sucré, moins salé, vous n'embarquez pas les systèmes alimentaires. L'industriel, il va juste vous faire un soda zéro sucre. Mais il n'y a aucun lien avec les systèmes alimentaires. Ça va rester un aliment qui va même être encore plus ultra transformé. Donc le plus vertueux pour les consommateurs, c'est d'aller vers les applications qui indiquent le degré de transformation, que ce soit Nova ou SIGA. Et ensuite, éventuellement, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin ou affiner, on peut prendre en compte des critères plus réductionnistes. C'est un peu comme une boule à facettes. Les scores réductionnistes de composition s'intéressent à quelques parties de la facette, mais pas à la boule à facettes dans son ensemble. Et la boule à facettes dans son ensemble, ce sont des scores plus holistiques. Voilà, donc il faut absolument d'abord commencer par le degré de transformation et éventuellement ensuite regarder la composition, mais surtout pas dans l'autre sens. Donc les applications qui n'ont qu'un score de composition ne sont pas fiables pour le consommateur parce qu'elles conseillent souvent des aliments bien notés mais qui sont ultra transformés. Parce que si vous voulez, ces applications échouent à filtrer ce qu'on appelle les fameux marqueurs d'ultra transformation ou les MUT. Et donc, elles ne filtrent pas le degré de transformation. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, mais ça veut dire qu'il faut les utiliser dans la bonne hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de hiérarchie. Alors, pour continuer toujours dans ce cheminement de ce qu'est les aliments ultra transformés, le surpoids et la santé, en quoi la modification des aliments, et ça fait le lien aussi avec l'effet matrice, bien sûr, des aliments, ce que vous nous avez expliqué, favorise-t-il, ou en tout cas favorise-t-elle, le surpoids? Si vous voulez, pour prévenir le surpoids et l'obésité, les maladies chroniques sont multifactorielles, elles sont multidimensionnelles, elles ont plusieurs causes, pas seulement la malbouffe. Il y a aussi la pollution atmosphérique, le manque d'activité physique, des facteurs psychologiques, parce que souvent on peut se mettre à plus manger pour combler un manque quand on est en dépression. Vous avez des facteurs génétiques aussi, donc c'est multifactoriel. L'alimentation reste un levier très intéressant, probablement le principal, parce qu'on peut l'actionner assez rapidement finalement. Si je sors de ma pièce, ce sera plus facile de changer mon choix alimentaire que de jouer sur la pollution, sur ma génétique ou sur, par exemple, des facteurs psychologiques. Donc l'alimentation reste un levier important. Alors moi, ce que je préconise, c'est effectivement de limiter les aliments ultra transformés, de revenir à des vrais aliments. Alors ça fait partie de la règle des 3V qu'on a élaborée avec le Dr Rock, qui est végétal, vrai, varié, donc qui veut dire qu'il faut augmenter la part de végétal, de réduire la part d'ultra transformé et manger varié. Et donc, si vous voulez, ce régime, pour moi, enfin, c'est pas vraiment un régime, disons que ce sont on va dire que ce sont des lois génériques qui gouvernent le potentiel protecteur des régimes. Parce qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, que tous les régimes protecteurs sur la planète obéissaient à 3 dimensions. Le degré de transformation, qui a été plutôt négligé jusqu'à aujourd'hui, le ratio produits animaux sur végétaux et la variété. Et donc, en appliquant ces 3 dimensions, on protège la planète et notre santé. Et donc, comme ce sont des vrais aliments, ils sont naturellement plus rassasiants. Donc, un régime 3V est un bon régulateur de la satiété naturelle. Donc, on sait que les aliments solides sont plus rassasiants. Donc, après, moi, je ne suis pas diététicien, mais sur des bases scientifiques, je peux quand même conseiller, entre guillemets, de privilégier les formes solides aux formes liquides des aliments. Ce ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger liquide, mais ça veut dire que
par exemple, si votre seule façon de consommer un fruit, c'est sous forme de jus, ce n'est pas bon à long terme. Il faut favoriser le fruit entier. Pareil pour des légumineuses. Si votre seule façon de consommer des légumineuses, c'est des soupes, il faut quand même de temps en temps favoriser les formes solides. Pareil pour les extracteurs de jus de végétaux. Ce n'est pas la solution que de manger les végétaux que sous forme de jus. Il faut favoriser les formes solides parce que sinon, si on mange que liquide, on va finir par naître sans dents. Hein, donc, c'est ce qui nous pend au nez. Non, je rigole. Mais en fait, c'est très simple de bien manger. Il n'y a rien de plus simple que de bien manger. Mais l'approche par nutriments séparés, ce qu'on appelle le réductionnisme nutritionnel ou le nutritionnisme, qui a été poussé à son extrême, a finalement généré de la confusion. Parce que les gens ont essayé de se raccrocher à des parties du tout, à tel nutriment. Et on ne s'en sort pas. C'est comme si on essayait de se raccrocher à une facette de la boule à facettes. Et donc, ça crée beaucoup de confusion, d'injonctions contradictoires. Alors que si on a une approche très holistique et très qualitative, eh bien, on s'aperçoit que c'est très simple de protéger sa santé et de réguler son poids. Il suffit de manger plutôt des vrais aliments, favoriser quand même le végétal sans supprimer évidemment l'animal, il en faut, et puis varier le plus possible. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour protéger sa santé à long terme, parce que l'enjeu, il est bien là en alimentation préventive, c'est quand même de vivre longtemps, mais en bonne santé. C'est ça le but. Donc, si vous voulez, c'est pas trop le cas aujourd'hui parce qu'on vit de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps malade. Et donc, voilà, il y a un problème. Et donc, moi, je suis dans le préventif. Donc, je pense que le meilleur régime préventif, c'est celui que j'ai dit. Donc, alors, moi, j'appelle ça les 3V. Il y en a d'autres qui lui donnent d'autres noms selon les travaux de recherche. Mais tous les travaux convergent quand même vers ce type de régime. Moi, j'avais envie de rajouter une question. En fait, vos conseils sont très, je dirais, un retour à une sorte de normalité. Comment se fait-il que les conseils nutritionnistes sont plutôt à l'opposé, je dirais, sont plutôt dans la complexité, proposent plutôt des jus, des choses comme ça. Comment se fait-il que le système agroalimentaire finalement est à ce point à l'opposé de ce que vous conseillez? Alors c'est une question difficile. D'abord, je pense que notre système agroalimentaire est très réductionniste, c'est-à-dire c'est le paradigme qui a dominé. Il faut bien comprendre que c'est la France et le cartésianisme de René Descartes qui a systématisé, pas que lui, mais entre autres la pensée réductionniste. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui travaillent en alimentation, et moi le premier, on a été éduqués sur les bancs des écoles par le paradigme réductionniste. C'est-à-dire qu'on a appris l'alimentation et donc la nutrition, qui est le premier stade de réduction de l'alimentation, c'est-à-dire de réduire l'alimentation à des nutriments. On a abordé l'alimentation par les nutriments, les parties isolées. Et donc l'industrie, pareil. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très rentable de raisonner par les parties séparées. Parce qu'un jour, j'en enlève une, un jour, j'en rajoute une. Ça crée beaucoup de complexité pour le grand public. Donc, il ne sait plus trop à quel nutriment se vouer, pour reprendre l'adage populaire. Et donc, quand il y a de la confusion, c'est aussi très rentable, parce que tant que les personnes sont dans l'ignorance, elles vont continuer à acheter soit des nutriments miracles, soit des aliments miracles, comme les super aliments, soit des régimes miracles, et qui sont souvent tous basés sur une partie du tout. Par exemple, le régime hyperprotéiné, c'est les protéines, le régime cétogène, c'est les lipides, le moins gras salé sucré, c'est aussi des nutriments. Donc, vous voyez, on est quand même dans une approche... alors, je pense que c'est très rentable pour certaines multinationales agroalimentaires de raisonner par les parties. Parce que si vous voulez, si je vous dis végétal vrai varié, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Hein. Ce n'est pas très rentable de revenir à une approche holistique. Donc, si vous voulez, la confusion et le fait que ce soit compliqué de raisonner par les parties, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus rentable. Hein. Quand on est confus, on se raccroche à des solutions miracles. Donc, voilà. Et puis après, il faut bien comprendre que les produits ultra-transformés ont été conçus pour être très appétants, pour qu'on ait envie de les racheter, d'y revenir, avec des goûts très standardisés qui sont sans surprise, on sait à quoi s'attendre. Et donc les enfants, forcément, sont séduits par ces produits avec des emballages colorés,
avec des goûts standardisés qui sont faciles d'accès. C'est pas très exigeant comme goût, hein, puisqu'ils sont normalisés, ils sont standardisés. Voilà, donc c'est un peu, pour moi en tant que chercheur qui a beaucoup travaillé sur les approches holistiques et réductionnistes, c'est un peu la conséquence de ce réductionnisme extrême qu'on appelle nutritionnisme, qui fait que c'est plus rentable de raisonner par les parties séparées que par le tout. Et aujourd'hui, il est devenu plus rentable, si vous voulez, de vendre les parties séparées de l'aliment que l'aliment de départ. L'éducation à l'alimentation, avant, se faisait dans les familles. Il y avait une transmission familiale, et principalement les mamans. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'à partir des années 50-60, les femmes ont accédé au monde du travail, et ça, c'est évidemment formidable. Mais il n'y a pas eu de rééquilibrage avec les papas, probablement. Et si vous voulez, l'industrie a pris le relais des mamans et a commencé à préparer à proposer des plats préparés pour remplacer finalement les plats qu'on faisait à la maison. Donc c'est pas forcément négatif, mais sauf qu'avec le réductionnisme nutritionnel, on en est venu à des plats préparés ultra transformés qui se mangent sur le pouce, qui sont faciles à réchauffer, etc. Donc ça, c'est une des explications. Donc, aujourd'hui, comme la transmission alimentaire et l'éducation à l'alimentation ne se fait plus trop dans les familles, l'école peut prendre le relais. Parce que c'est vrai qu'on dit que l'école instruit et la famille éduque. Alors, dans un premier temps, je pense que l'école devrait reprendre cette éducation et ne plus seulement apprendre à lire, écrire et compter, mais aussi apprendre à manger. Et donc ça, moi, je suis favorable, et je ne suis pas le seul, et d'autres l'ont fait avant moi, à ce qu'il y ait une éducation à l'alimentation de 3 à 15 ans, c'est-à-dire du début du primaire à la fin du collège, puisque c'est la période où se construisent les goûts et les habitudes alimentaires, parce qu'une habitude alimentaire est très difficile à changer après. Donc, quand des enfants ont été matraqués et éduqués, sevrés aux aliments ultra transformés avec des goûts artificiels qui ne correspondent pas à la réalité, c'est très compliqué de revenir à une vraie alimentation avec des goûts exigeants. Parce que comment voulez-vous que, par exemple, une endive braisée ou bouillie rivalise avec un Mars, ou comment voulez-vous qu'un fruit à coque, une noix, rivalise avec une barre chocolatée à 16 heures? C'est très compliqué pour les parents. Donc il faut revenir à cette éducation à l'alimentation, probablement dans le tronc commun, peut-être 1 heure par semaine ou toutes les 2 semaines, je ne sais pas, puis apprendre aux enfants comment reconnaître les aliments, comment ils sont produits, d'où ils viennent, comment identifier l'ultra-transformation, quel est l'impact de mon acte d'achat alimentaire sur la planète. Quand j'achète, par exemple, ce produit ultra transformé avec de la viande ou des calories animales, eh bien, je renforce la souffrance animale en achetant ce produit indirectement. Je renforce la dégradation des systèmes alimentaires, les monocultures intensives. Voilà, je pense que ce qu'il faut enseigner aux enfants, c'est cette approche très globale et qualitative de l'alimentation. Et puis après, pour ceux qui veulent se spécialiser ou aller un peu plus loin, on peut commencer à aborder des choses un peu plus réductionnistes comme les nutriments séparés, pourquoi pas. Mais il faut commencer par des choses très globales et qualitatives parce que si vous voulez, la société est d'abord sensible et réceptive à des messages holistiques et qualitatifs avant d'être réceptive à des messages réductionnistes et quantitatifs. En résumé, docteur Fardet, écoutez, je vous remercie pour cet échange, les éléments d'information que vous nous avez donnés sur la thématique les aliments ultra transformés, surpoids et santé. Il est bien évident que doit être pris en compte l'intérêt glycémique des aliments, mais pas que. Aller vers des aliments bruts le plus possible et puis revenir aussi à du fait maison. Alors cette conférence, en tout cas débat, cette interview est suivie par un débat avec plusieurs professionnels de santé, débat auquel bien évidemment vous êtes conviés et nous allons en tout cas profiter de cette transition et de ce support pour nous permettre de débattre au sein du comité d'experts Miam Nutrition. Merci Dr Fardet.